Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends, qui est le format dans lequel on va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la culture comics par leur travail. Et en cette fin d'année, vous l'avez constaté, on recommence un petit peu notre tour des éditeurs de France. Alors il y en a qu'on n'a toujours pas vu et c'est pas une volonté de boycott ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on n'a pas réussi à s'organiser pour recevoir, mais ça arrivera tôt ou tard. En attendant, les personnes qu'on connaît déjà et avec qui c'est plus facile de se retrouver, on peut les revoir pour un petit peu faire le bilan de l'année en cours et commencer à voir qu'est-ce qui nous arrivera du côté de 2023 en comics. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois Michael Jérôme, qui est le directeur de Comics Initiative. Salut à toi, Michael. Salut Arnaud, plaisir partagé, évidemment. Bah oui, puisque on est donc dans le cadre, alors pour contextualiser le podcast, là on est au-dessus du festival So BD, puisque il y a une bonne nouvelle qui t'attend juste après dans le cadre de ce festival. Comment ça se passe les choses pour toi en 2022 avec Comics Initiative depuis le dernier podcast qu'on a fait ensemble qui était à Saint-Malo l'année dernière? Écoute, ça se passe plutôt bien, beaucoup de sorties, quand je m'amusais un petit peu à regarder le nombre d'albums qui étaient parus ou qui vont finir de paraître dans le mois de décembre. On aura fait plus d'une vingtaine de sorties, ce qui est plutôt pas mal, avec des suites de nouvelles créations françaises et aussi nouvelles séries lancées en traduction. Pas mal d'activités. J'espère que l'année prochaine sera du même acabit, voire même toujours plus surprenante et variée. Voilà, donc plein de projets, plein de choses différentes à nouveau à proposer et à présenter. Donc j'espère que ça va être les lecteurs seront au rendez-vous. Je me rappelle qu'on avait conclu le dernier podcast où je t'avais pas mal questionné sur le modèle du financement participatif que tu as poursuivi sur toute l'année. C'est toujours quelque chose que tu vas continuer malgré justement le nombre d'albums de plus en plus important et l'énergie surtout que ça demande. Écoute, je dois avoir une réserve d'énergie en tout cas pour pouvoir continuer. Oui, pour répondre à ta question, en fait le modèle aujourd'hui se base effectivement sur une première phase qui est le financement participatif pour chaque titre. On part toujours du principe que soit le titre plaît, soit il ne plaît pas, et s'il ne plaît pas, tant pis, faisons ensemble le deuil de cette création, de cette traduction qui n'est pas nécessaire sur le marché français, et tant pis, on le sortira pas. Ou alors, une fois que le projet est validé, évidemment, on le propose ensuite sur les salons, en librairie, évidemment, pour ceux et celles qui veulent bien soutenir les bouquins et les sorties de Comics Initiative. Donc, le modèle reste inchangé. Le modèle, pour l'instant, permet de perdurer aussi dans une économie BD du marché de la BD qui est assez casse-gueule. On le voit bien avec plein d'autres collègues, concurrents, ça dépend comment on dit, qui payent les pots cassés, des hausses de prix de papier, à tous les niveaux, ça reste compliqué. C'est vrai que notre modèle nous permet aujourd'hui d'être suffisamment stable pour continuer à être ambitieux et proposer du contenu inédit aux lecteurs. C'est ce que je voulais te demander, c'était parce que c'était quelque chose dont on parlait déjà un petit peu il y a un an, mais qui s'est pas calmé en fait cette année sur justement les pénuries de matières premières, la crise de l'énergie, la guerre en Ukraine aussi qui a bouleversé beaucoup de choses en fait dans cette année pour le secteur de l'édition, pour d'autres bien entendu, mais le secteur de l'édition, c'est qu'il est beaucoup touché. Toi, tu as ressenti cet impact, d'autant plus que toi, tu fais tout imprimer en France. Alors ouais, tous les livres restent et sont toujours imprimés en France, c'est-à-dire que globalement, pour expliquer, dès l'instant où on sort du marché local pour l'impression, on va d'emblée diminuer les prix. En fait, plus on écarte l'impression, si on va en Italie, on va être capable d'avoir un tarif qui est peut-être 20 à 25% moins cher, un peu moins, 30% en Espagne, et puis dès l'instant, on va aller dans les pays de l'Est, voire même pour une partie des éditeurs aller à faire imprimer les livres en Chine. On a des coûts qui sont plus des remises, on va dire, plus importantes sur le coût d'impression, liées à des volumes, liées aussi à tout simplement des main-d'œuvre moins onéreuses dans d'autres pays. Moi, j'ai plutôt pris d'emblée le parti de rester en France depuis le premier livre. En fait, l'idée, c'est tout simplement de se dire que si tout le monde se barre, faut pas s'étonner qu'il y ait plus de taf pour personne. En France, on a des imprimeurs de qualité qui sont reconnus à l'étranger pour la qualité de leur travail, de leurs livres finis. Pourquoi aller plus loin ? Certes, on paye plus cher, mais en tout cas, on a aussi un rapport qui se
qui se développe avec eux, avec notamment un partenaire. Moi, j'ai un partenaire principal qui essaye de jouer le jeu au maximum pour encaisser les hausses successives et ininterrompues des prix du papier. Entre autres, il y a pas que ça, il y a, on va dire, les plaques d'impression. Il y a plein de choses. Le prix des transports, idem. Aussi, ouais. Et moi, après, la seconde réflexion, c'était aussi de se dire que, concrètement, imprimer en France, c'est aussi éviter des transports lointains, consommateurs, là encore, d'énergie et qui génèrent, on va dire, de la toxicité qui est néfaste en globalité. Alors, on n'est pas parfait, évidemment, personne l'est à titre individuel, mais si on n'essaye pas à sa petite échelle de faire des efforts, on est mal barré. Donc cette volonté d'imprimer en France, je la conserve. Il n'est pas prévu que je change. En tout cas, je suis suffisamment têtu là-dessus pour l'emmener jusqu'au bout. Et puis par exemple, on essaye toujours de gérer les tirages au plus proche des réalités économiques et des librairies, des lecteurs, etc. L'idée, c'est pas de se retrouver avec un livre imprimé à 3000 exemplaires, d'en mettre 1000 exemplaires dès l'impression au pilon pour faire une économie d'échelle sur le prix du livre. Non, au contraire, c'est de se dire, si on a besoin de 1000 exemplaires, en réalité, on n'en fera que 1000. Si on a besoin de 2000 exemplaires, on n'en fera que 2000. Si l'intégralité de la série, par exemple, d'un titre fonctionne et est épuisée, tant pis, on fera un geste et on rééditera le titre plutôt que de le conserver en stock et de. En fait, c'est pour résumer, le système aujourd'hui économique de l'édition marche pas mal sur la tête à plein de niveaux. Traditionnellement, les éditeurs souvent belges ont tendance à produire beaucoup plus que ce qu'il y a besoin pour ensuite pilonner dès le départ. Donc, on a un vrai gâchis à ce niveau-là. C'est de l'économie d'échelle. Plus on tire les prix, plus le prix après derrière économiquement sera moins cher du livre. Une fois cette étape passée, on envoie les livres en librairie, ils se vendent pas, c'est pas grave, ça revient, on les redétruit. Donc on a un vrai gâchis global à ce niveau-là d'énergie, de matériaux, et ça participe indirectement aussi à ces pénuries à la longue. Donc faisons un peu plus attention. J'ai pas de leçon à donner, mais en tout cas, nous, on essaye de faire attention à ça. Voilà. Ce que je vais te demander, c'était que par rapport justement à d'autres éditeurs qui ont pu être touchés parce que justement, ils délocalisaient la production, est-ce que le fait justement que toi, tu es en France depuis le début, justement, t'as été moins impacté dans ta logistique, dans tes coûts et tout ça? Parce que c'est aussi plus difficile de voir par rapport aux campagnes nulles, en fait, si toi, par exemple, tu as dû augmenter un peu les prix en fonction de tes collections. Il y a des ajustements de prix qui ont été nécessaires à faire. Et puis en tout cas, ça n'a pas été. On va dire que la compensation des différents surcoûts, elle a particulièrement dû être réfléchie afin d'éviter un chaos. On va pas augmenter un bouquin de 5 ou 10 balles alors que c'est un titre qui fonctionne bien. Je rajoute on essaye toujours d'avoir une version finie des livres qui permet de rester qualitative sans augmenter non plus le coût. On se bat avec des formats qu'on qualifierait de deluxe chez la concurrence sur des prix où d'emblée on a plus de pages pour un prix moins élevé. Et on reste en France et en conservant entre guillemets une finition différente, en tout cas plus haute. Donc oui, effectivement, faut réfléchir parfois très longtemps en amont. Que ce soit aussi en logistique, puisque forcément la crise liée Covid, tout ça, a généré aussi pour certains éditeurs des besoins d'impression rapides. Donc ils ont commencé à redélocaliser. Ceux qui étaient en Chine ont pu se rapprocher par exemple de la Pologne, passer par un courtier en impression pour le faire imprimer par un imprimeur qui avait de la place dans son planning pour essayer d'accélérer. Donc on allait un petit peu, on a vu des plannings d'impression se rallonger. Et c'est des choses sur lesquelles, ça signifie bosser encore plus en amont sur les titres pour respecter les deadlines qu'on a fixées auprès des lecteurs et puis auprès des différents professionnels avec qui on bosse. Et ça, c'est plus facile à faire en créa ou en publishing? En traduction, c'est plus simple forcément parce qu'on a la partie traduction. Globalement, moi, je bosse toujours de la même manière avec chaque intervenant. Globalement, j'essaie toujours de me fixer un peu aussi par rapport à l'activité du traducteur ou de la traductrice pour avoir à peu près le délai moyen
en gardant une marge de sécurité, évidemment, parce qu'on n'est pas à l'abri d'être malade, d'avoir des problèmes. Et une fois qu'on a ce délai-là, ça nous permet aussi, moi, de calculer l'étape qui va être le lettrage, la maquette, etc. Puis après, le délai de l'impression. Donc, c'est un rétro-planning complet qui est effectué. On peut, je sais pas, on peut dire, par exemple, que lorsque je te sollicite sur Colder, en l'occurrence, j'essaye de pas non plus dire alors 400 pages c'est pour demain, ou hier comme on dit, c'est pas possible. Enfin, on sait très bien que si on veut avoir une bonne traduction et faut avoir un peu de temps, faut réfléchir et ça arrive pas comme ça tout seul. Donc trouver les voix des différents personnages prend du temps. Donc cette étape-là, elle est autant nécessaire presque qu'une étape d'écriture de scénario, de découpage lors d'une phase de création de bouquin. Donc tout ça, oui, prend moins de temps en traduction globalement, puisque la création est souvent très longue. On peut avoir des échanges, des allers-retours. Les auteurs peuvent très bien partir dans une direction et revenir en arrière en se disant là je me suis planté, qu'est-ce que t'en penses? Donc il y a forcément une jeunesse qui est beaucoup plus aléatoire à ce niveau-là. Donc on a des projets qui en créa arrivent vraiment pile dans les délais. On voit par exemple Jocelyn Billard pour les Contes du Givre. C'est un métronome à ce niveau-là. Lui, je pense qu'il a il vit dans un multivers avec des multiplannings. Il les respecte tout le temps. C'est vrai que c'est assez incroyable. Laurent est toujours dans des grandes phases de réflexion et d'exécution tout d'un coup qui sont flamboyantes. Sur Paria, c'est pareil. On a toujours une petite marche comme ça avec une petite surprise. C'est qu'à chaque fois sur Paria, on a peut-être eu, je crois, 1 ou 2 mois de retard par rapport à la date annoncée. Mais étrangement, on se retrouve avec 40 ou 50 pages de plus, ce qui est pas anodin et ce qui a pour but aussi de faire plaisir au lecteur. Donc, tout en améliorant à chaque fois la formule du livre. Donc ouais, non, la création est plus longue. Il faut être un poil plus patient en général, mais le but c'est d'être le plus récompensé possible à la fin. Et aussi quelque chose que j'ai noté, et je crois que tu as commencé à le faire cette année, c'est un peu ce système de double feature ou même de ramener en fait des bouquins en plus dans une campagne pour un bouquin comme le Come Home Indio pour Love and Rockets ou Grit pour By the Horns. Alors en fait, il y a plusieurs réflexions, c'est-à-dire que ce qui arrive souvent, c'est qu'on a des titres qui vont pas avoir une mise en avant très importante. Je pense que le lectorat, j'ose espérer que les gens qui aiment bien un titre chez Comics Initiative vont se dire, tiens, qu'est-ce qu'ils font d'autre à côté? Et celui-là, je suis pas très tenté. Bon, vas-y, on essaye, je le prends. Je suis convaincu. Éventuellement, j'en prends un autre. On sait jamais. Si ça marche, c'est cool. Le but, c'est, on va dire, de proposer une vraie variété à ce niveau-là. Et quand on va proposer Love and Rockets, c'est vrai qu'on a d'emblée un lectorat qui sera peut-être plus sensible au roman graphique en général, au format roman graphique, lecture avec des récits de longue haleine. Et c'est vrai que de ce côté-là, comme Home Indio, qui est là encore un roman graphique de Jim Terry, vous verrez un des coups de cœur d'Arnaud l'année prochaine, j'en suis sûr, et de beaucoup d'autres. En tout cas, ce titre, par exemple, pour moi, a suffisamment de sensibilité et de points communs avec l'œuvre des frères Hernandez pour toucher les lecteurs. Donc, plutôt que de faire une campagne qui finalement ne l'aurait presque pas mis sous le feu des projecteurs, parce que c'est aussi un type de récit qui est moins porteur, c'est moins clinquant d'une certaine façon. Ça permet d'accompagner le titre et de dire au lecteur, vous aimez Love and Rockets? Il y a ce titre-là. Je vous promets que vous allez être dans vos charentaises. Vous allez voir, c'est formidable. Mais il y a vraiment cette idée-là de se dire que vous aimez, pourquoi vous aimerez pas? Il y a une continuité thématique, c'est-à-dire que tu n'aurais pas proposé comme Home Indio dans la campagne pour Locuste, par exemple. Ça me semble pas trop à propos. Ouais. Ça aurait... Non. Non, mais ça va. J'avoue, y réfléchir comme ça, non. Mais ouais, cette idée de double feature, j'aime bien, parce que ça permet aussi des fois de montrer à des personnes qui ne viendraient par exemple que pour un registre, par exemple, avec Kill Lock, qui est donc un titre de SF orienté un peu thriller, que de l'autre côté avec un titre comme Locust, qui lui, sensiblement, lorgnerait plutôt vers un type d'horreur, etc. En le présentant longuement, on comprend que c'est pas aussi basique que ça, et derrière, on a quelques similarités entre les titres, et ça permet derrière de se dire, écoute, pourquoi pas bénéficier en quelque sorte de cette mise en avant aussi. Alors, comment tu fais maintenant pour chercher les titres que tu veux édité en publication? Tu continues à regarder chez les petits, chez Vote, chez Scout, ta recherche, ça se passe comment? Je regarde tout ce qui se fait, même chez Marvel ou DC, en sachant que je n'en sortirai jamais.
Non, ça c'est pour les lire. Mais globalement, non. Après, c'est vrai que je continue. En fait, il y a pas que les petits. Là, on commence à développer Dark Horse avec Colder, par exemple. Ouais. On va avoir Orphan and the Five Beasts. Donc, on attend de voir quelle traduction sera définitive pour le titre. Plutôt les 5 bêtes, les 5 monstres. On verra. On verra. Moi, je te propose monstre. Mais... et de l'autre côté, on va commencer à travailler avec Image Comics l'année prochaine aussi. Donc, il y a vraiment aussi cette idée de vouloir consolider des relations, de prouver aussi à chaque partenaire qu'on est là pour bien traiter ses titres, parce que pour moi, il y a un vrai rapport de confiance entre un éditeur qui sort son titre qui est de la création aux États-Unis et de dire, je fais soit du pognon, soit je fais aussi une vente, certes, mais je veux aussi savoir si le bouquin n'est pas massacré par la version française. Donc le choix du traducteur, il est important. Le choix du lettreur aussi. Et forcément, le choix du format, du papier, etc. Pour l'instant, j'ai pas de beau à proximité si ce n'est ma tête. J'ai jamais eu de retour négatif sur mes éditions de la part des éditeurs avec lesquels je travaille. Donc c'est l'essentiel. D'accord. Et en termes de créa, il y a 2 campagnes cette année qui m'ont un peu interpellé. La première, c'est une création avec Rurik Salé qui s'appelle Seul l'ombre. Ouais. Que si vous pouvez me dire un peu d'où c'est sorti. D'où ça vient. Alors en fait, Seul l'ombre, c'est né d'une association d'un trio qui est Rurik Salé, Corbéran et Pascal Millet. Donc Pascal Millet, qui est un dessinateur qui est pas pour l'instant très connu, on le voit surtout comme illustrateur de plein de couvertures d'albums de punk, notamment. Mais c'est aussi un illustrateur. Il a aussi fait il a fait un récit du garde républicain de Thierry Mornay. Et puis c'est quelqu'un qui il avait fait aussi Morning Star aux États-Unis avec Massimo Rossi. Les 2 premiers épisodes qui étaient très sympas. Et derrière, son style plaisait beaucoup à Corbéran et à Rurik en fait. Rurik et Corbéran sont plutôt potes dans la vie, donc ils ont toujours énoncé des tiens, si un jour on faisait un truc, faudrait trouver quelqu'un. T'as vu ce que fait ce gars-là, Pascal? Tu le connais? Non, je vais aller le voir. Et concrètement, voilà comment un peu est née leur association. Ce qui est intéressant dessus, c'est qu'on a l'envie de présenter des récits horrifiques à la française, donc avec un contexte bien géographiquement situé, pour montrer qu'il y a aussi des manières d'appréhender le registre de l'horreur de manière différente, et pas uniquement celle qu'on voit en permanence via les productions américaines, par exemple, ou japonaises à la limite. Mais donc il y a un petit peu cette envie-là à travers des récits à l'origine écrits par Rurik, donc qui vient de la presse, qui est musicien, qui est acteur, qui a beaucoup écrit pour Mad Movies, voilà, beaucoup de cartes. Selon, il en a toujours une différente. Et donc du coup, c'est vrai que c'est de cette envie-là, en tout cas, c'est cette envie, en tout cas, qu'on a partagé mutuellement tous les 4, de se dire qu'on allait proposer une anthologie de ce type de récit-là. Et du coup, ça avance bien, donc je suis plutôt content. Le format, pour l'instant, on reste sur un format qui est celui de Mavericks, de Foxboy, Paria, etc. Notre création, c'est un format un peu hybride en fait entre BD et comics, donc qui est un petit peu homothétique dans les 2 cas, donc c'est assez pratique. Et non, ça va être plutôt cool. En tout cas, je crois qu'on en est aux 2/3 à peu près de l'album en termes de réalisation, donc ça va arriver sans problème, en tout cas comme prévu pour le mois de juin, d'ici le mois de juin pour les lecteurs, donc c'est cool. Très bien. Et l'autre dont je voulais parler, c'était aussi la réédition de Dessous de Bones. Dessous de Bones. Alors ça fait en fait le plus étonnant, Pascal Millet, je vais revenir dessus, tu vas me dire, tu fais un détour. Tout comme Bones, c'est 2 auteurs qui m'avaient fait le plaisir de répondre présent pour le premier bouquin Kirby Enemy. Ah, yes. Et ça veut pas pour autant dire que je les ai tannés derrière pendant des années. Bones, c'est un type adorable, comme Pascal d'ailleurs. Et derrière, quand dessous la publication qui avait lieu chez Sandaway s'est annulée du fait de la liquidation financière de Sandaway, les auteurs ont pu reprendre, qui étaient publiés là-bas, ont pu reprendre leurs droits. Et c'est vrai qu'on a un petit peu réfléchi, échangé déjà avec Bones pour savoir quel devenir faire. Est-ce qu'il allait abandonner? C'est con, il restait quand même un arc qui devait conclure la série.
on est venu naturellement à se dire, écoute, à ce moment-là, on le fait. La réflexion au départ, c'était presque de se dire qu'est-ce que je fais moi dans ma position Comics Initiative? Est-ce que je publie juste le tome 3 et une intégrale éventuellement à côté? Et la réponse de Bones a été non, toi t'as pas à payer les pots cassés de l'ancienne maison d'édition. On fait une intégrale au format, on retravaille les 2 premiers en termes de couleurs, notamment de texte, des éléments qui ont été peut-être un petit peu chahutés pendant la production précédente. Et le but, c'est vraiment là, pareil, à l'instar de Sol l'ombre, de proposer un bon bouquin qui du coup permet à Bones de nous offrir la conclusion de son univers mêlant histoire et horreur. C'est-à-dire que c'est une intégrale qui comprendra les précédents tomes plus le nouveau. Ouais, alors, on aura en gros le bouquin fera 282 pages, je crois, ou 287, je sais plus. Mais en tout cas, il y a des pages, donc des cahiers, donc voilà, un beau bouquin qui va être assez sympa. Voilà. Tu t'hésites toujours en fait, tu as plusieurs types de collections, tu adaptes vraiment à chaque fois ton type d'édition, de créa ou de traduction en fait par rapport même au choix du format. Parce que parfois je vois que tu proposes en souple initialement, mais tu dis quand même si jamais on atteint un certain palier, ce sera du cartonné, ça rejoint la collection Mavericks. Il y a des réalités économiques aussi. Ouais. Concrètement, publier un souple par rapport ne serait-ce que même format juste en cartonné. T'as une différence de coût qui va peut-être être de 25% en termes d'impression. C'est pas anodin. En gardant les mêmes pages d'intérieur en termes de qualité, évidemment. Mais là où, dès l'instant, on va augmenter le format Mavericks, concrètement, c'est un format là où on peut emprunter le côté luxe qu'utilisait Panini sur sa collection de luxe. Ça coûte cher. Ouais, c'est vrai que ça coûte cher à faire. Parfois, même, il y a des choses où on se dit, mais plutôt restons dans le format comics 17-26, c'est très bien. Ça coûte 30% facilement moins cher, c'est quand même vachement plus intéressant. Mais il y a des hésitations aussi qui se font, ne serait-ce que par rapport à une série, un univers, un potentiel aussi. Et par exemple, quand on a relancé Foxboy, l'idée, ça d'emblée était de se dire, on va pas le faire au même format que la version précédente. Là, t'as matière de t'éclater avec des décors plus grandiloquents, des fonds, etc. Et puis merde, enfin faut donner de l'ambition au titre qu'on a envie de faire. Ce qui veut pas dire que la série n'en avait pas avant, c'était un contexte différent. Mais là où l'envie de faire des collections, elle est pas illimitée. J'ai pas envie d'avoir 50 collections. J'ai pas envie de faire Comics Initiative Best, je sais pas quoi, une collection annuelle qu'on retrouve chez d'autres éditeurs. D'une, on s'y perd, et de deux, je suis pas persuadé que les lecteurs trouvent ça très cohérent au bout d'un moment. Là, est-ce que tu auras le temps et l'énergie pour pouvoir gérer ça aussi? Parce que multiplier les collections, c'est aussi multiplier le travail. Enfin, tant que tu continues à gérer ça, je sais pas, tu fais ça tout seul, sur vraiment juste la gestion de ce que tu publies. Ouais. Après, on peut avoir des intervenants, pour la traduction, pour du lettrage. Après, tout ce qui est production en elle-même, évidemment, c'est moi qui la décide. Sur la partie créa, j'essaye toujours d'avoir le meilleur rapport, on va dire créatif, c'est-à-dire que les auteurs, pour moi, doivent avoir le livre qui correspond à leurs attentes. J'ai pas envie, en fait, pour expliquer, souvent dans la créa, tu te retrouves avec un livre qui physiquement est moins bien que tes espérances. Alors il y a des cas un peu différents. Je pense que quand on a des bouquins publiés par Run dans le label, ça marche très bien. Il y a un vrai souci de la fab, donc ça c'est cool. Chez Glénat, il y a aussi des beaux bouquins là. J'oublie le nom là, celui qui reprend la typo de 1602 de Marvel, la 1629, je sais plus. Avec celui qui est vendu à 35 € aussi quand même. Ouais, voilà. Mais qualitativement, c'est un beau bouquin. Voilà. Après, le prix c'est autre chose. Mais c'est vrai que non, il y a cette réflexion d'essayer de non pas de rentrer dans un moule, mais plutôt de s'adapter un petit peu au récit, et ce en permanence avec soit une collection, soit un format. Par exemple, La Ménagerie insolite de T.S. Sullivan, c'est un bouquin qui est publié dans une version plus grande que la version américaine. Qui est immense. Il est aussi grand que le Atelier Workshop, que le Kirby Enemy. Moi, je suis ravi, par exemple, que l'éditeur américain m'a envoyé un mot pour me dire, putain, il est mieux que notre version. Je le dis pas, enfin, pour moi, c'est juste comme un gamin, t'as reçu une bonne note de l'école, si tu veux. C'est cool, t'as aimé. Donc voilà. Et derrière, on a, toujours la volonté de réfléchir au format. Par exemple, aux États-Unis, la publication des romans graphiques, Windows on the World, Rough Pearl, par exemple, qui sont sortis, ou même Love and Rockets, il y a toujours eu des formats très bigarrés, très différents.
Et là-dessus, c'est en soi un manque, soit de réflexion autour du récit, soit une opportunité d'impression. On dit on s'en fout, on le met à ce format-là parce qu'on a un créneau, ça coûte moins cher de le mettre à cette taille. Moi, au contraire, par exemple, le Windows Underworld qui a été proposé en France est plus petit que la version US en format. Okay. Mais quand on en a parlé, par exemple, avec les auteurs, d'emblée, ils ont compris pourquoi. Et en fait, limite, ils en viennent à préférer la version française plus petite, mais qui est plus confortable à lire et qui ne sacrifie rien, en tout cas, des qualités graphiques du bouquin. On réfléchit, par exemple, aujourd'hui à travailler de nouveau ensemble sur un livre. Ce sera pas du tout le même format. Donc là, chaque titre peut s'adapter à une collection, à un format différent. Il faut pas hésiter à transbahuter une réflexion d'un sujet à l'autre, en tout cas. Et même si vous vous appelez Comics Initiative et que à la base on vous a connu et que même nous on en parle sur Comics Blog et avec First Print pour tout ce qui est côté traduction. Je l'attends la question, je l'attends. Non, mais c'est qu'il y a aussi toute une partie maintenant même de la création originale qui par contre n'est plus du tout identifiable comme du comics vraiment quoi. Alors, donc que ce soit un peu t'as un petit pan jeunesse d'ailleurs que t'as développé mais que tu avais déjà développé avec Cody par exemple. Ouais, Cody avec Envie. Donc maintenant c'est avec je pense à Sodad qui est sorti cette année. Ouais. Mais t'as aussi des créations, je pense ce qu'a fait Nicobi par exemple ou ce que fait Laurent Lefebvre en ce moment avec Refuge, qui là par contre sont vraiment c'est de la franco-belge quoi. Ouais, oui et non à la fois. Alors déjà on va répondre en détournant un petit peu. Le Comics Initiative c'est créé avec un K, donc ça veut dire bande dessinée, je crois en indonésien. Voilà. Ouais. Bon, c'était pas voulu ça, hein, je l'ai appris après, mais non, il y avait cette volonté déjà d'une certaine continuité. À l'origine, Comics Initiative, c'était dérivé d'une émission de radio que je faisais avec des potes qui s'appelait Comic Strips et c'était comics avec un K. Voilà, on faisait nos rebelles, voilà. Et genre on sait pas écrire. Et derrière, quand on a réfléchi à l'époque avec Alain au lancement de Comics Initiative, on a pondu plein de noms à la noix. Et derrière, Comics Initiative fonctionnait bien, notamment aussi en termes d'initiales, c'est le qui typique des mangas aussi, le pouvoir, la puissance. Comics Initiative, voilà, on se retrouve avec une partie qui forcément fera penser à du comics américain, mais pas que, en ayant cette diversion, ce détournement avec le cas. Bref, là-dessus, pour moi, c'est plutôt le récit qui doit dépasser le cadre d'un comics. Déjà, si on les propose de manière un peu plus grande que le support original, est-ce encore du comics dans la pure tradition ? Si on part dans l'idée une traduction peut être par définition un comics, par exemple, Sodad peut être un comics, sachant qu'il vient du Brésil et qu'il va sortir aux États-Unis chez Onipress. Non, en fait, tu vois, c'est nous, en France, on va le mettre dans un format qu'on a pensé aussi pour le titre et qui va se le mettre plutôt en rayon BD. Ça, après, il y a des gens qui mettent Shadow Planet en BD alors qu'on est à l'origine sur une parution plutôt comics. On a fait un format plus grand volontairement pour pouvoir avoir des belles pages montrant bien les planches. Donc non, là-dessus, la diversification, la variété des titres, elle est là pour aussi se faire plaisir. Ça répond aussi à mes goûts, mes lectures, mes envies aussi. Il y a des titres où moi-même, j'aurais pas été naturellement le prendre, par exemple, en boutique, fait par quelqu'un d'autre, ou même fait par moi, admettons, j'avais oublié. Et justement, c'est essayer de montrer, en travaillant dessus, quelles sont les qualités d'un titre, quels sont les éléments forts qui permettent de dire, tiens, pourquoi Sodad c'est bien. Bon, c'était sur l'exemple de Sodad, parce que ce titre, ça parle quand même aux enfants d'un thème qui est le deuil. C'est quand même quelque chose qui est pas très réjouissant, mais qui, avec une philosophie qui est celle venant principalement de la culture brésilienne, on comprend que à travers ces épreuves douloureuses, on peut aussi réussir à avancer d'une certaine façon et que la vie continue. Il n'y a pas le choix. Et on fera toujours avec. C'est pas pour autant qu'on ne pense plus à la personne disparue, etc. Qu'on est quelqu'un de mauvais en soi. Donc il y a plein de choses comme ça où pour moi le titre doit parler pour lui-même. Voilà. Donc que ce soit en comics, il y en a plein par exemple que j'aurais voulu faire. C'est parti, c'est publié ailleurs, tant mieux. Il y en a d'autres qui ne sortiront jamais en France parce que c'est trop compliqué de les sortir. Pareil pour moi, je lis énormément de mangas par exemple depuis des années.
on a un manga qui est en développement depuis un moment, qui normalement arrivera l'année prochaine. On espère en tout cas y mettre les bons arguments, le bon level qualitativement parlant pour que ça donne envie aux gens d'avoir une gamme aussi manga, en tout cas chez Comics Initiative. C'est un manga en créa C'est en créa, ouais. Ouais. On verra après pour la partie. J'espère que dealer avec les Japonais, c'est encore une autre paire de manches. En ayant en tout cas interviewé quelques-uns, on sait que c'est pas du tout la même manière d'approche. Et puis c'est surtout, faut du temps. J'ai pas aujourd'hui de structure derrière qui me permet de gagner du temps, d'avoir des passe droits d'une certaine façon pour aller là-dedans. Mais en tout cas, moi, il y a des envies aussi. Pour moi, ça répond pas entre guillemets à une mode. Là, effectivement, là, il y a tous les médias qui sont concentrés sur le gros focus. Le manga, ça cartonne. Mais enfin, ça fait 20 ans que ça cartonne, le manga. Faut pas être il y a eu un boom quand même sur les 2 dernières années. Il y a un boom, oui, d'une certaine façon. L'accélération plutôt d'un boom qui était déjà un peu présent. Mais... On voit, pour moi, c'est aussi un effondrement progressif du marché franco-belge, du marché un peu comics. Ce qui est un effondrement aussi qui était faussé par des locomotives qui tiraient les chiffres vers le haut. Une locomotive, quand elle s'arrête, forcément, on se rend compte que ça avance plus. Donc, c'est logique, il y en aura peut-être d'autres ou pas. Voilà. Et ça montre aussi, même encore aujourd'hui, qu'un titre mainstream qui vient de Marvel ou qui vient de DC aura forcément un focus plus important qu'une parution indé. C'est le cas aussi en bande dessinée. Un Black Sad aura 10 fois plus d'attention que Roxane vend ses culottes dont je te parlais tout à l'heure. Tu vois. Donc, tout ça veut pas dire que ces titres sont moins bons l'un comme l'autre. Au contraire, c'est juste différent et il y a des focus un peu naturels ou des attitudes vers lesquelles on va tous naturellement d'aller vers un peu la sécurité de grandes enseignes. Mais tu suis un peu les tendances du lectorat. Oui, forcément. Enfin, je pense que le meilleur retour qu'on peut avoir des lecteurs, c'est de voir que déjà, je dirais, enfin même pour faire simple, moi j'essaie de lire ou en tout cas de surveiller un petit peu tout ce qui se fait. Il y a des choses, des titres qui sont vraiment super qui peuvent sortir, mais des fois, on s'attend pertinemment à ce que ce soit compliqué. Moi, il y a des choix de titres que j'ai fait où je sais très bien que ça va pas cartonner et je le fais pas en me disant faut que ce soit un carton, ça doit cartonner, etc. Non. L'idée, c'est plutôt de se dire, ce titre-là vaut le coup de sortir en France. Moi, j'y crois. Bon, super, les lecteurs y ont cru. C'est sûr qu'on va pas faire une vente à la Star Wars, à la Walking Dead, à ce que tu veux, mais le plus important, c'est de se dire qu'au moins on a donné un écho, une possibilité à des lecteurs de trouver ce titre-là. Après, il faut que tu sois quand même rentable sur la parution. Ouais, bien sûr, mais pour moi, tout est un jeu d'équilibre. De temps en temps, il faut aussi savoir prendre un risque. C'est comme au poker. On a le droit de se planter sur une main. Bon, le but, c'est pas de claquer tout son pot en 2 coups, quoi. Mais le but, c'est aussi de se retrouver avec... Si on prend un exemple d'un titre comme Movable Off, techniquement, il a aucune... il aurait eu aucune opportunité de sortir sur le marché français. C'est totalement excentrique en termes de parution, totalement barré, et c'est pas pour autant qu'on n'a pas pu faire les 2 tomes et que le deuxième derrière, les lecteurs sont éclatés en découvrant qu'il y avait une autre approche, une variété de choses, et qu'on a une édition en plus qui est là pour le coup 100% inédite au monde. Donc ouais, non, il y a des paris à faire. Parce qu'on y croit et il y a des choses où on sait qu'on est un peu plus dans le confort. C'est pas pour autant... pour moi, c'est pas intéressant, par exemple, d'aller vers de la licence. Il y a certaines licences qui nous sont proposées comme à toutes les autres maisons d'édition, je dirais à intervalles réguliers. C'est pas pour autant qu'il y a un intérêt à y aller. Moi, j'adore Futurama, mais c'est pas pour autant que je sortirais les comics Futurama. Est-ce qu'il y a un lectorat pour ? J'en sais rien. Est-ce que les comics Futurama en premier lieu sont bons ? Alors moi j'en ai lu 2-3 qui étaient sympas, mais à en lire sur la globalité, ça peut être compliqué. Mais c'est sympa. Donc il y a des vrais choix à faire. Et puis il y a aussi alors entre des titres où c'est plus une volonté claire de tenter quelque chose en se disant que de toute façon ça vaut le coup d'essayer, et d'autre côté où on se dit allez, je suis sûr que ça va marcher, voilà. Des fois on se trompe, c'est pas grave, et des fois on a des vraies bonnes surprises, donc ça c'est cool.
Je peux épiloguer longtemps, tu sais. Hein. Cody, par exemple, Cody, c'est une super surprise. Quand je l'ai trouvé, j'étais là, je fais, j'ai jamais fait ce genre de récit là. Est-ce que je suis Comics Initiative à être identifié sur un récit grand public, tout public? Je pense pas. Ok, on va quand même en parler à l'éditeur américain d'emblée. T'es en concurrence avec de plus importants que toi. C'est pas grave. Hein, voilà mes arguments, machin, etc. On continue, on échange, on travaille et finalement ils ont fait le choix Comics Initiative. Il y a des choix parfois qui vont ailleurs. C'est pas grave. Mais derrière, moi, quand je travaille Cody, je travaille comme si je travaillais au Foxboy ou n'importe quel titre. Le but, c'est que le titre soit mis en avant en se disant, on met les moyens derrière. Si ça marche, super. Si ça marche pas, au moins j'aurais fait un beau bouquin et j'en serais fier. Chaque livre que je fais, ça étonne parfois les lecteurs ou les lectrices qui viennent nous voir en salon, mais chaque fois, on me dit régulièrement, vous nous en parlez des titres, mais de tous les titres, vous les connaissez par cœur, vous nous en parlez longuement. Oui, en fait, chacun est un peu son bébé, quoi. Donc, peu importe qu'il soit clinquant ou pas, chacun a ses qualités, ses défauts. Voilà. C'est quand même tes enfants, donc même s'ils sont pas tous parfaits, il y en a des moins parfaits que d'autres. Bon, c'est comme ça. C'est ça. Et je veux savoir aussi, parce que là, en 2022, t'as quand même sorti 24 bouquins. Ouais. C'est dur de se renouveler aussi juste dans les campagnes de financement, pour trouver les contributions, les différents types de contributions et de paliers, parce que c'est un truc que je t'avais aussi déjà dit il y a un an, c'est que moi je trouve que c'est extrêmement fatigant le crowdfunding, mais en plus qu'il faut toujours essayer de se renouveler pour que personne se lasse. Pour l'instant, t'as aussi toujours 100% de tes campagnes qui ont marché, je crois. Pour l'instant, jusqu'ici, oui. N'hésitez pas à aller voir Refuge de Laurent Lefebvre. J'espère que la campagne sera en cours au moment de la diffusion de cet épisode de First Print. Oui, elle sera pas terminée encore. Tu vois, on parlait de récits différents. Refuge, on est dans un exercice de style où avec Laurent, on savait pertinemment que ce serait beaucoup plus difficile qu'avec Foxboy. On proposait un album qui fait des reportages sur des réfugiés. En premier lieu, de 2010, avec la première partie, c'est 2017, sur les réfugiés qui venaient qui avaient été évacués de la jungle de Calais. Puis la deuxième partie où on était sur les réfugiés venant d'Ukraine. On sait que c'est pas un sujet. C'est des sujets qui pourraient presque paraître anxiogènes aujourd'hui. Et en fait, entre le traitement de Laurent, qui est pour qui l'a déjà croisé, on est sur quelqu'un de tellement humain que quand on lit le bouquin, on se dit mais putain, mais on apprend des choses. On est sur de l'échange, on est sur du partage, sur la manière de voir vraiment les autres. Et en soi, c'est une vraie belle leçon de vie. Et de l'autre côté, on apprend en permanence vraiment sur. Tu vois, il y a des côtés un peu des idées préconçues que vont colporter différents médias. Donc que nous ne nommerons pas évidemment en ces lieux, mais par exemple, je me rappelle d'une fois au journal télé, tu voyais justement des gens qui étaient déposés au port par un bateau, l'Océan Viking d'SOS Méditerranée, et tu voyais qu'il y a plein de migrants qui avaient un téléphone portable, et t'avais des commentaires dégueulasses du type ça va, ils sont pas si malheureux, ils ont quand même des portables les gars. D'accord, ok, alors faut penser juste une chose, c'est qu'ils ont vendu leur baraque, tout ce qu'ils avaient dans leur vie, pour un téléphone, et ce téléphone, il est pas là pour télécharger la dernière application, il est juste là pour essayer d'appeler leur famille, pour essayer concrètement d'avoir un peu d'espoir dans sa vie. Au bout d'un moment, quand on n'est pas capable de réfléchir ou de mettre les choses dans le bon sens, on en vient à avoir une situation de merde à plein de niveaux actuellement. Voilà. Donc Refuge, ça montre plein de choses, c'est un exercice différent, et en soi, c'est en ça que c'était intéressant, c'est qu'on a un bon bouquin. Laurent s'est fait aussi plaisir à tester des approches graphiques très différentes. Et voilà, donc en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est un titre plus difficile, donc ça veut dire qu'il faut se battre pour convaincre les gens que c'est intéressant. Il y a des titres plus faciles qui partent plus facilement que d'autres, c'est normal. Et ça le met pas en retard sur Foxboy et ses dérivés? Non, en fait, ce qui est intéressant avec Laurent, c'est que pour expliquer, c'est une sorte d'hydre. Il est capable de se disperser pendant très longtemps sur plein de choses et d'avancer brutalement de manière assez incroyable sur d'autres. Là, effectivement, on a pris plus de temps que ce qui était prévu à l'origine sur les rééditions, sur les nouvelles versions, plus que des rééditions, en fait, des tomes 2 et 3 de Foxboy, des Fox 1-2 de Delcourt devenus Fox 2 et 3 de Comics Initiative, mais ça a plus rien à voir. Il y a une relecture complète, il y a entre 40 et 50 pages de BD en plus.
Il y a une vraie double histoire, enfin une histoire avec des nuances supplémentaires par rapport à la première version. Enfin, on a vraiment un nouveau récit qui s'est tissé. Et de l'autre côté, on a sur la campagne, il nous reste juste Fox et Paul à sortir. Fox et Paul, du coup, il est actuellement, je dirais, en cours de gestation, en fait. Laurent on a terminé en février Foxboy 3. Derrière, il a enchaîné parce qu'il a aussi réalisé des épisodes pour le Léopard de Lime Street pour ses rébellions en Angleterre. Donc, il a fait ça en parallèle, tout en réfléchissant à ce qu'il voulait apporter au départ dans Fox and Paul. À l'origine, on devait être sur limite un album de détente, quoi, un truc fait à la rapido. Vas-y, je m'éclate à faire des dessins, c'est cool. Il y a pas réellement d'histoire, mais on s'est bien amusé. Sauf que le temps venant, après s'être vraiment arraché les cheveux sur les nouvelles versions de Foxboy, il s'est dit mais non, cet album-là, il doit apporter quelque chose, il doit présenter autre chose, il doit en fait être suffisamment indépendant et raccroché à ma série pour que les gens, voient que c'est pas une distraction, mais que c'est une vraie pierre à rajouter dans l'édifice. Donc plus d'ambition, forcément, nécessite plus de réflexion. Entre l'idée de base, on a fait, ça a mûri, ça change. On sait que dans l'idée, ce serait bien que ce soit fini avant l'été prochain, ça ce serait cool. Honnêtement, je pense que ce sera le cas. Avant, ça voudrait dire que Laurent aurait été en mode Super Saiyan, super breton. Et de l'autre côté, ouais, non, en fait, il s'est pris un petit peu comme tout le monde dans la gueule la guerre en Ukraine, l'invasion russe. Et entre bosser à côté et entendre ça, il a commencé à réfléchir. Ça tournait dans sa tête depuis un moment, et c'est vrai qu'il a eu l'opportunité d'aller rencontrer des réfugiés dans un centre d'un CCAS en Haute-Bretagne, le même que là où il avait été en 2017. Il a fait ouais, vas-y, j'y vais, je veux voir ce que c'est, partager des moments, etc. Et humainement, t'en ressors interpellé, grandi, choqué, bref, et t'as plein de moments incroyables à raconter. Limite, là-dessus, il aurait pu, dans Refuge, il pourrait rajouter 50, 100 pages faciles. Mais au bout d'un moment, il faut aussi savoir s'arrêter. Il y a Fox and Paul aussi à côté. Il y a aussi envie. Fox and Paul fait aussi une chose, c'est que ça booste Laurent d'une manière complètement, on va dire, irrésistible à l'envie d'avancer sur la série, sur Foxboy 4. Il y a déjà des idées, il y a déjà tout ça. Donc, comme il le dit, je suis pas là pour bâcler, je veux que les gens ils soient comblés. Voilà. Donc voilà. Ça, je sais plus ce que c'était. C'était quoi ta question déjà? Si ça m'était pas en retard, mais du coup, ça le motive. Non, mais au contraire, c'est des détours, mais c'est pour mieux arriver à destination quand même. Ouais, c'est ça. Et avoir un vrai bouquin, quoi. Pas un truc fait à la pisse. Est-ce que tu peux commencer un peu à nous parler de 2023? À quoi doit-on s'attendre chez toi? Est-ce que c'est aussi un petit peu le but des podcasts qu'on fait là en fin d'année? C'est pour préparer nos auditeurs, nos auditrices, en fait, au programme, sachant que de toute façon, après, on relayera forcement en temps voulu, mais je sors mon listing. Tu es venu avec tes notes. J'ai préparé pour ne rien oublier, pour ne pas te faire faux bon. Y a plein de choses, en fait, déjà qui vont arriver. Est-ce que peut-être parler, y a une chose aussi qui va arriver, on va dire dans allez, je peux te dire rapidement les 3 prochaines campagnes, qui vont arriver. La prochaine, ça va être Battlefields de Garfénis. Ouais. Que t'avais annoncé déjà il y a quelques temps. Ouais, on l'avait annoncé. Je l'ai décalé pendant un long moment suite à, forcément l'actualité, tu dis que sortir un truc de guerre, c'était moins... Un truc de guerre, c'est pas forcément très porteur ni plaisant. On serait pas dedans, clairement. J'ai particulièrement réfléchi à la façon aussi d'architecturer le ou les livres, parce qu'à l'origine, je partais sur 2 livres, mais je me suis posé la question... ne serait-ce que, tu vois, tu disais, est-ce que tu es à l'écoute du marché, etc. Je vois clairement que qu'il y a une demande pour des gros volumes, des choses comme ça, la Panini, etc. Moi, en termes de confort de lecture, c'est nul, clairement, mais je comprends l'idée, je comprends le besoin, je comprends tout ça. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être 2-3 semaines, je me suis dit, tiens, avant de finaliser mes choix, je vais leur poser la question. Je poser la question sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous préférez 2 bouquins bonne quali, ou est-ce que vous préférez un gros bouquin type omnibus, etc., qui fera 700-800 pages? La réponse à 90% a été, on veut 2 volumes. Donc, ce qui me va très bien en soi, parce que moi, j'avais réfléchi à une double thématique, c'est que Battlefields est composé de plusieurs récits très différents écrits par Garfénis. Et en fait, ces récits-là, ils viennent plutôt dans une thématique qui est assez intéressante.
Donc je les ai réunis. Il y a un volume qui s'appelle Homme en guerre, où on va suivre en fait des conducteurs de chars, et dans la deuxième partie un pilote australien d'un bombardier anglais. Donc deux récits. Voilà, on est sur Terre, on est dans les airs, assez différents, même dans l'approche. Hein, le côté char, on est quand même on n'est pas sur la même approche de la guerre qu'on soit sur Terre ou dans le ciel. Voilà, ça c'est une leçon qui est intéressante à retenir de la lecture de Battlefields. Et le deuxième volume, où là on est sur Femmes en guerre. Pourquoi ? Parce qu'on se retrouve avec deux récits, à nouveau, qui mettent cette fois-ci les femmes en avant. On a les sorcières de la nuit, qu'on avait entrevues dans un autre de nos bouquins qui s'appelait Johnny Red. Là, cette fois-ci, on a un vrai grand bon récit sur les sorcières de la nuit, donc ça, c'est très cool. Et puis de l'autre, on a un récit qui est juste ultra poignant, qui s'appelle Cher Billy, qui nous raconte cette fois-ci la destinée d'une infirmière en temps de guerre. C'est un vrai contrepoids. En tout cas, on pense très différemment là-dessus, et je trouve ça intéressant justement de se dire que on dit souvent que la guerre est une affaire d'hommes. Et ben, c'est justement intéressant de montrer qu'au contraire, c'est pas vrai. Et que en mettant le focus là-dessus, je suis persuadé en plus que des deux bouquins, c'est le meilleur à titre personnel, c'est celui que je trouve le plus puissant. L'autre fonctionne très bien, on est dans du pur guerre féministe, c'est pas ce que je dis, mais l'autre il a un côté encore plus percutant. Voilà. Donc là, cette campagne-là sera proposée au mois de décembre, et dès le début de l'année, on va reprendre un petit peu le côté double feature d'une certaine façon, avec un titre qui s'appellera, une campagne qui va s'appeler Après la tempête, je vais y arriver, qui est le nouveau récit des auteurs de Sodade, de Philippe William et Melissa Garabelli, qui là cette fois-ci va nous raconter un petit peu les premiers émois amoureux d'un garçon, d'une fille sur une île un peu fantaisiste. Un beau bouquin, il y a de très très belles pages à nouveau. C'est à nouveau une sensation de lecture très différente. Voilà, c'est vraiment le côté brésilien apporte vraiment en termes culturels, je trouve. Ça, et en fait, dedans, on va aussi proposer la suite d'Hocus Pocus, qui était notre petite série suédoise, très différente, et qui sort. Le premier tome sort mi-décembre, donc on veut essayer d'en sortir régulièrement pour pouvoir déjà avoir des tomes qui arrivent. Il y en a 6 en Suède déjà. Donc on ne va pas non plus se retrouver avec 50 tomes puisque ça cartonne là-bas de retard. Et ce qui est plutôt cool, c'est que on a déjà eu des premiers retours, notamment de jeunes lecteurs, puisque c'est un titre vraiment destiné aux plus jeunes, via les soutiens Ulule qui les avaient commandés pour, et on a plein de super retours enthousiastes. Et par exemple, Hocus Pocus, j'aime bien avoir les retours, notamment des principaux concernés, les plus jeunes, en fait, les enfants. Parce que les parents, on a toujours un regard biaisé, un truc un peu différent en tant qu'adulte, hein, clairement. Et on va pas voir certaines choses que eux voient. On pourrait trouver un côté un peu naïf, par exemple, à Hocus Pocus, dans le traitement graphique, ce genre de choses, un peu désuet presque. Et ben en fait, au contraire, eux, ils sont pas du tout là-dedans. Ils trouvent ça juste fantastique, simple, plein de bon esprit, et ça marche très bien. Donc ça, et la troisième qui va être un mix d'univers très particulier, ça va être la suite de Star Seeds 2. La suite de Star Seeds, donc le 2, voilà. Et un titre qui s'appelle Girion, qui est issu du catalogue Scout Comics, qui là nous propose un univers empreint d'influence tirée de Miyazaki. Voilà, pour résumer. Donc c'est assez différent, c'est très graphique, ça se lit très très bien. Je suis assez emballé à l'idée d'entamer le boulot là-dessus, en tout cas, même sur les deux d'ailleurs. Star Seeds, ça va être cool. Et donc ça, c'est les prochaines campagnes Ulule. Je reprends mes notes pour rien oublier. Bien sûr. Je te fais rapidos les sorties librairies des 3 premiers mois, et après je te fais des annonces, des trucs comme ça. Par exemple, ça te va. Sur le début d'année, en janvier, on va avoir l'arrivée de Monsieur Tendre, de l'auteur de BD qui s'appelle GG, une BD franco-belge format classique. Noir et blanc, dessin qu'on pourrait rapidement caricaturer à la Franquin, voilà. C'est juste une perle de tendresse, cette BD. Voilà, c'est génial. Donc je suis très très content de l'avoir réédité, puisque c'était une BD qui était sortie au début des années 80 chez une maison d'édition qui n'était pas une maison d'édition à l'époque, et qui ne l'est toujours pas d'ailleurs. C'était une maison de disques, voilà, qui a sorti la BD de GG pour lui faire plaisir, parce qu'il trouvait pas d'éditeur, qui lui disait c'est noir et blanc, ça marchera jamais. C'est con, Franquin fait les idées noires un peu après, ça a cartonné. Voilà, bon, ça c'est comme ça. Et puis fin janvier, on va aussi avoir Better Place de Duane Murray et Sean Delaney, qui est un super bouquin qui est pour moi le pendant un peu triste de Cody. D'une certaine manière, c'est là encore, c'est
ça parle d'un sujet fort. Il y a de la thématique de super-héros vue par un enfant. Il y a plein de choses. Bref, c'est un bouquin. J'espère qu'il fera pleurer les gens d'une certaine façon parce que c'est hyper bravo, émouvant. Ah bah oui, mais vous verrez dans les prochains titres, je vous ferai marrer. Et donc ça va être assez étonnant. Et puis en février, on va avoir les volumes 3 et 4 de Love and Rockets. Ouais. Donc j'ai eu le plaisir, tiens, je te rebondis sur l'actualité de voir qu'ils étaient nommés au prix Patrimoine Angoulême. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est hyper cool, ça fait plaisir. Comme au Mindio de Jim Terry. Et puis en mars, si tout va bien et qu'on a bien bossé, on pourra proposer Colder au lecteur. Yes. Et puis donc parmi les annonces, qu'est-ce que je pourrais vous dire? On a alors il y a une chose qui est plutôt cool, c'est que notamment autour de Love and Rockets, on est en train de développer des idées, notamment avec Fantagraphics, pour proposer même des volumes inédits que les Américains n'auront même pas, puisqu'il y a eu plein de choses qui ont été proposées en parallèle par les frangins Hernandez, des séries spin-off en fait, pour être clair, qui ne donneront pas lieu à des rééditions à l'avenir, ne serait-ce qu'aux États-Unis, ils n'ont pas prévu de le faire. En réfléchissant au même type de format, par exemple, que ceux qu'on a proposés, en les intégrant vraiment de manière éditoriale, de manière un peu plus maligne, clairement, on peut les replacer à des endroits clés et proposer une intégrale la plus complète possible. Donc ça va être assez intéressant. Surtout qu'il y a des registres très différents. Hein. Dedans, il y a notamment Birdland, qui est un récit porno de Gilbert Hernandez, qui est complètement cul et drôle. Ouais, j'ai dit il y aurait un peu d'humour, c'est assez drôle en même temps. Bref, il y a plein de surprises. J'espère aussi proposer la prochaine fois l'artbook. J'aimerais bien sortir l'artbook des frères Hernandez parce que leurs dessins sont à tomber et on n'a jamais eu les couves en fait. En France, on a juste vu des belles illus, mais voilà, on sait pas trop. Donc là, il y a c'est pareil, ça c'est en attente. T'as un gros pan de développement sur Love and Rockets alors. Ouais, mais parce que moi perso, je le disais, j'aimais bien le dire dans l'intro en fait que j'avais écrite sur le premier, mais c'est une série qui m'est parue hermétique très longtemps. Je sais pas, on suivait parfois des volumes, on comprenait pas c'était qui les persos, c'est quoi le nom, il y avait jamais le nom qui était noté. On a l'impression d'arriver au milieu d'un film et de se dire je comprends pas la fin. Bah oui, en fait, c'était la clé par rapport au début. Ah OK. Je sais pas. Donc là, en prenant vraiment la série de manière cohérente et historique, enfin en replaçant les récits dans le bon sens, on a vraiment quelque chose qui se lit hyper simplement. Les premiers tomes de chacun des deux frangins, j'aime bien dire que les 80 premières pages sont l'espèce de brouillon créatif qui derrière permet à la série de se lancer en termes d'histoire et de chacune de leur histoire. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis ouais, on a par exemple sur la version française, on a aussi rajouté tout le contenu, on va le disperser, le disséminer dans chaque album, dans chaque intégrale, mais on a tout le contenu du companion books. Donc ça va être des entretiens. Il y a aussi les prochains volumes vont commencer notamment par une sorte de courrier témoignage de lecteurs, dont un s'appelle Alan Moore, par exemple. Donc il y a des choses vraiment ultra intéressantes dedans. Et puis en fait j'ai presque envie de dire une fois que je travaille sur un tome de la série, j'ai déjà hâte de travailler sur les suivants. Donc faut pas aller trop vite non plus parce que on a un grand pan de l'histoire de la série à rattraper et à remettre aussi en ordre pour les lecteurs. Il y a plein de lecteurs qui avaient pu avoir des anciens volumes publiés chez Delcourt, puis Le Seuil par exemple, qui sont persuadés d'avoir la série à peu près bien. En fait non, c'est con, mais il leur manque 100 pages à droite, 100 pages à gauche. Donc c'est compliqué des fois de réexpliquer tout ça, et au fur et à mesure, pour moi, que les intégrales vont paraître, ça semblera de plus en plus transparent, logique pour ces lecteurs qui aujourd'hui n'ont pas répondu présent, contrairement à ceux qui sont présents aujourd'hui et qui soutiennent la série. Donc ça va être cool. Il y avait aussi un titre qu'on avait annoncé, que tu avais dit avec Orphan, du coup on en a parlé tout à l'heure, de James Stockway. Donc ça va être assez cool. Tu dis Stockway toi? Je sais pas, Stockway. Stockway. Moi je l'appelle James dans l'intimité. Jimmy, my friend. Je trouve pas son mail. Je passe par l'éditrice. Non, en tout cas, Orphan, ouais, ça va être assez cool à faire. Déjà, par exemple, tu fais un grand format, j'espère, là-dessus. De toute façon, ce sera pas moins que le format Mavericks. Okay. Voilà. C'est ce que j'allais dire. En plus, c'est voilà le genre de titre sur lequel tu peux pas te dire on va faire un petit format. C'est pas. Non.
tu vois, autant je l'ai acheté parce que j'adore, mais le Godzilla qui est sorti chez le Vestron, Godzilla in Hell. Ça me fait, bon, voilà, je suis content, je l'ai en VF et tout, c'est super, mais ça te fait c'est frustrant, c'est juste ça. Frustrant. Après, il y a pas de problème, je comprends et tout, la démarche de Vestron et il y a pas de souci, mais c'est juste là le fan qui va. Voilà. Ouais. Il y a un super titre, ça par contre, j'en suis très content. C'est Backtrack. C'est une série de Brian Jones et Jack Elphick. C'est graphiquement assez proche de ce que va pouvoir proposer un Matteo Scalera. C'est un petit peu ça dans l'idée. On est sur un récit un petit peu qui est assez barré en fait, qui vient de chez Onipress, qui va nous proposer de suivre une sorte de petite voyou, une gangster, une meuf qui on sait a commis quelque chose dans le passé, qui souhaiterait rattraper son erreur et qui va se retrouver dans une espèce de pacte avec une sorte de démon et refaire une sorte de course automobile avec d'autres pilotes qui eux aussi essayent de racheter leurs erreurs passées. Et on a un truc complètement délirant avec des courses. En fait, c'est un petit peu, comment on appelle ça, les fous du volant, mélangés à une énergie comics de fou. C'est très efficace, c'est très agréable à lire. J'attends juste de voir si, en termes logiques, on devrait faire 2 tomes. La série est complète en 2 tomes, mais on est en train de voir ce que pense l'éditeur américain, si on pourrait pas les réunir d'un bloc. En tout cas, voilà, ça fait 2 tomes assez cool à suivre. Il y a 2 titres de Barry Windsor-Smith là, qui sont aussi qui arriveront avec Freebooters et Young Gods, donc qui étaient à l'origine 2 séries qu'il avait travaillé pour sa revue qui s'appelait Storytellers, et ces 2 titres-là ont été ensuite réédités en album. Il a rajouté des petites fins, etc. Et il y a un gros travail là-dessus qui est fait, et je suis ravi par exemple de bosser avec Marc Duvaux là-dessus. Ouais. Qui est le traducteur de Monstres. Exactement, aussi. et voilà, je suis content qu'il ait pu traduire Monstres. Voilà, c'était assez rigolo de le voir arriver là. Et dessus, derrière Marc, ça fait des années qu'on le sollicite, qu'on échange, qu'on bosse ensemble. Et en fait, ça me semblait logique de dire, tiens, vu que tu es la voix récente sur Monstre, autant que tu le sois encore un petit peu plus si tu le souhaites. Donc voilà, voilà une démarche que j'espère logique aussi pour les lecteurs, de retrouver la voix d'un auteur dans sa version française. Donc ça va être assez intéressant parce que on a 2 types de récits très différents. Freebooters qui va plutôt se lorgner vers une sorte d'ersatz d'univers à la Conan, on va dire, et de l'autre, comment ça s'appelle, du coup, j'oublie, Young Gods, qui va plutôt lui se rapprocher d'un univers super héroïque avec des fortes influences de Kirby. Donc c'est voilà, que cache absolument pas. Et d'ailleurs, il le cite d'emblée en ouverture de bouquin. Barry Windsor-Smith cite Kirby. Voilà, donc ça va être 2 beaux bouquins, ça aussi. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les suites de By the Hands, Dark Earth. Alors Dark Earth, ça va être encore plus drôle parce que quand on fait un tome 2, aux États-Unis, la série fonctionne bien, très bien même, et pour le coup, l'éditeur US a accepté la demande des auteurs, qui était de non pas faire un 2e arc avec le même nombre d'épisodes, qui était 8 dans le premier album, que vous avez pu découvrir en France. Là, il y en aura 12. Donc un volume plus gros, voilà. Ouais. Donc on va aux États-Unis, ils le divisent en 2, partie 1, partie 2. Bah oui, du coup, en 6 et 6. Bon voilà, on a vu ça avec Marquis-San et Jason, donc non, en France, on le sortira en un seul volume. Ça, la suite de Kill Lock, The Kill Lock, le Spectre Artisan, ça va être assez cool. C'est une série qui a bien fonctionné. Il y aura un nouveau titre aussi avec Massimo Rossi, l'auteur de Locust, le scénariste de Locust, donc ça... je pense que on attendra lequel on montrera en premier, parce qu'il y en a 2 en l'occurrence sur lequel on travaille. Parmi les choses qui vont être assez sympas, il y a ça fera plaisir à ceux qui ont aimé Cody, puisqu'on va avoir la nouvelle série de Jared Cullum qui s'appelle Wonder City, qui en fait se place juste avant l'arrivée d'un futur Cody 2. Il bosse sur la suite. Wonder City, c'est on va suivre en fait 2 sœurs qui déambulent dans New York pourchassées par des gangsters. Ambiance années 80 façon Goonies, vraiment, cet esprit des films en blin, je sais pas comment on disait. C'est très fun, c'est très joli, comme d'hab avec Jared. Ouais. Et puis voilà. C'est aussi en aquarelle. Ouais, toujours. Ouais, on reste sur de l'aquarelle là-dessus. Là, il nous fait des décors dans les villes qui sont à tomber. Ouais, voilà. On va avoir une série on va faire dans ce sens-là. On a une autre série issue du catalogue Volt qui s'appelle Verse. Verse, une série de fantasy qui est écrite et dessinée par Sam Beck, une autrice qui fait... De toute façon, je crois qu'elle a jamais fait autre chose que de la fantasy. Qui là, en fait, pour moi, ça a été une belle petite claque, cette série.
J'ai lu le premier tome en me disant putain, j'ai l'impression de lire le début de la Communauté de l'Anneau dans l'esprit, un côté lancinant, on sait pas trop où on va, mais les éléments s'installent. Hein. On finit le premier album en me disant ouais, c'était bien, hein, c'était chouette. Hein. Ouais. Je sais pas où ça va aller, mais je trouve ça chouette. Et là, en fait, dès l'instant où j'ai lu le volume 2, j'ai fait ok, d'accord. Je crois que ça a mis 10 pages. J'ai fait ok, grosse baffe. Mais vraiment le côté ok, on est passé à ce niveau-là graphiquement. Il y a 2 planches, je pense, qui mettent tout le monde KO. Et puis non, le récit est vachement bien. Donc là, tu le fais aussi tu compiles. Non, là comme il y a 3 volumes, non, et puis c'est des volumes qui font plus de 250 pages. Donc il y a un côté très, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est pour ça que ça me fait penser à la Communauté de l'Anneau, c'est le côté, on va vraiment voir les personnages déambuler parfois dans des grands décors, un peu à la Volodrine de Jérôme Le Reculé en BD, où il y a vraiment ce côté un peu, tiens, je m'en prends plein la gueule à voir des architectures, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment cool. Et puis il y a une écriture de la fantasy que je trouve fine et maligne, en fait. C'est ça que j'aime bien dans Verse. Donc voilà, 3 volumes, on va les faire un par un. Hein. Et puis ensuite, il y a 2 autres titres. Il y a un titre qui vient de chez Image, qui est Grizzly Shark de Ryan Otley. Donc ça, un bon moment, je pense, qui va nous rendre tous plus intelligents, puisqu'évidemment, le pitch est assez simple. Dans les forêts, la plus grande des menaces, c'est qui ? Bah évidemment, c'est le requin, hein, on sait bien. Et puis dans la mer, c'est un ours. Voilà, il y aura une grande baston d'ailleurs entre les deux créatures. C'est complètement barré, c'est très 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 énergique comme Ryan Otley sait le faire. C'est très violent. Oui, c'est débile. Voilà, hein, je pense qu'on pourra pas dire que je ne pense pas enrichir le QI de nos lecteurs avec ce titre, mais plutôt vous divertir avec celui-ci. Et puis on va avoir aussi Mindset, qui est une nouveauté chez Volt, qui est scénarisé par, à chaque fois j'oublie son nom, j'avais l'appeler John, non, c'est Zach Kaplan. Oui, Zach Kaplan, ok. Qui a fait Breakout, Eclipse. Et puis John Pearson, qui a bossé il y a pas si longtemps sur Blue and Green. C'est un super bouquin, c'est malin, c'est très très intelligent. J'ai hâte de voir à ce niveau-là ce que ça va donner. Donc ça, c'est la partie trad. Yes. Tu veux que je balance des trucs en créa ? Et tu peux balancer des trucs en créa aussi avant que tu ailles recevoir peut-être on sait pas. un prix pour Shop Talk. On fera une mise à jour du podcast. Donc ouais, non, là en créa, évidemment, il va y avoir Fox and Paul qui va arriver. Ouais, la suite de Paria. Voilà, de Tony Muriot et Boris Beuzelin. Donc le 3e sur 4, hein, si je bien suivi. C'est ça. Et le 3e, pareil, moi je connais le cliffhanger. Ceux qui disent, ouais, c'est bien, ça monte en puissance et tout, c'est cool. Et il va se passer quoi ? Ça continue. Vous verrez que le cliffhanger du 3 va picoter. Seule l'ombre qui va arriver, on en parlait tout à l'heure. Stigma, la série de fantasy écrite et dessinée par Surya, une autrice suisse bourrée de talent. Ça, je leur dis parce que je pense que là, c'est pareil. C'est le genre de titre où on peut être attiré par le dessin, attiré par l'univers proposé. Il y a une vraie toile de fond derrière qui va être que les gens n'attendent pas en fait. Donc ça va être assez cool. La série d'Alan Heller, donc en format manga, qui s'appelle Lost Sahara. On va voir si on l'a Lost Sahara Redux. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ? On va avoir 2 autres titres qui vont arriver écrits par Tony Muriot. Il y a une série qui est dessinée par Tom, hein, qui est un dessinateur qui a fait pas mal de BD humoristiques et qui notamment bosse en ce moment sur une série qui s'appelle Toxic Planet. Qui est un type adorable et qui est bardé de talent en termes de dessin et tout. Et tous les deux, en fait, on lorne plutôt sur un récit format manga qui s'appellerait Trivortex. Voilà, ça fait un moment qu'on en parle et normalement les étoiles devraient bien s'aligner d'ici la fin de l'année. On a aussi alors ça c'est on est content parce que moi je suis content. J'espère qu'ils le sont aussi. On a donc Tony Muriot et le dessinateur Xavier qui vont reprendre et continuer la série qui s'appelait Sticky Pants. Donc ce sera chez Comics Initiative que ça va arriver. On travaille sur une carte de vœux notamment qui devrait faire rigoler, on espère. Donc Sticky Pants, c'est des parodies de cul avec les super-héros d'ici et Marvel. C'est ça, avec un humour extrêmement léger. C'était de l'ironie, si vous l'avez compris. Évidemment. Mais bon, voilà, si on veut pas se prendre la tête et voir ces personnages souffrir un peu, je pense que c'est la bonne solution. Et puis on a un projet qui va arriver là aussi en début d'année avec Dominique Hennebeau. Que pour l'instant on garde un petit peu le nom secret, tout simplement parce qu'on a plusieurs hésitations encore sur le titre final. Mais ça, on va en montrer notamment les 11 premières pages dans
pour l'instant, le titre de travail, ça s'appellera Preview. Preview, en fait, ça va être une sorte de gros teaser dans lequel vous allez avoir une sorte de magazine comics dans lequel vous allez avoir donc, par exemple, les 11 premières pages de ce projet secret, l'intro de Paria 3, voilà, les 5 premières pages, mais aussi, par exemple, un récit des origines de Foxboy, vraiment dans le jus. Voilà, on va avoir un truc comme ça qui va être mis dedans, un truc à 12 ans, voilà, qui a pas été repris par Laurent encore et tout, donc ça va être assez cool de proposer un contenu qui est plus dispo nulle part. Voilà, ça va être un petit truc qui va pas coûter bien cher, genre 5 balles, mais qui va permettre de aussi refaire un point sur nos sorties, nos parutions. Pour l'instant, le titre de travail de cet objet-là serait Preview. On va voir si on va le garder. Je trouve ça rigolo par rapport aux previews américains. Et puis ouais, ça va permettre aux gens de découvrir un nouvel auteur avec Dominique Hennebeau que certains ont pu déjà voir à la fin de Paria 2 dans une petite séquence bonus, tout à la gouache, etc. Ce type a un talent monstre et ça va être intéressant vraiment de voir comment on va pouvoir présenter ce titre qui nous représente une sorte d'univers super-héroïque vu à travers les petites gens. Ok. Donc c'est complètement décalé et c'est assez génial en soi, voilà. Très bien. Bah, écoute, on suivra ça avec attention dans tous les cas. Alors, et puis il y a encore. Oui, non, parce que c'est que pour les premiers mois de l'année, mais là, effectivement, si on fait le décompte, on n'en est pas encore au 24 de 2023. Quoi. Ouais, donc, non, ça va aller. Il faudra aussi que tu penses peut-être à te reposer un petit peu, Michael, quand même. Mais surtout, bah, on pourra sûrement se retrouver plus tard pour refaire un point. Ce genre de choses. Faut pas que ça devienne routinier non plus, hein, parce qu'il faut aussi. Écoute, j'évite dans notre jeune couple je casse sa routine volontairement, j'essaye. Mais non, en tout cas, ouais, évidemment, enfin, il y a plein de choses qui vont arriver et le but, là encore, c'est de montrer qu'il y a des propositions très différentes. Donc, il y en a encore sous le tapis, sous les tuyaux, je sais pas. Sous le tapis ou sous le tapis et dans les tuyaux, bah en fait il y en a partout. C'est ça l'expression. Dans quel drôle d'endroit tu vis, Michael? Voilà, vaut mieux pas savoir. Allez, on va se quitter là-dessus puisque tu vas être appelé techniquement, dans peu de temps. Donc on va pas te mettre en retard non plus. Donc quand même félicitations pour le Shop Talk de Will Eisner, donc cette collection d'entretien qui a gagné un prix qui est nommé, qui doit gagner dans quelques secondes. Voilà, sinon on m'aurait pas fait venir. Voilà, qui donc a quand même gagné le prix SoBD 2022 et dont on vous avait aussi parlé. Et puis t'as un site internet maintenant, Comics Initiative, pour voir tous tes ouvrages. On a le site qui est encore en travaux, comics-initiative.com. J'espère qu'il sera mis en ligne d'ici la fin de l'année. Sinon, faudra que j'aille moi-même développer à côté de ces développeurs web, évidemment. Voilà, donc vous pouvez retrouver un petit peu tous les ouvrages là, et puis donc on vous en parle de toute façon généralement dans les front pages aussi, dès qu'il y a une campagne qui se lance chez Comics Initiative, comme chez Bliss et tout ça, on vous en parle, donc c'est une actualité à suivre. On espère que l'émission vous a plu et que voilà, ces titres qui sortent et qui sortiront vous intéresseront, puisque ça permet effectivement de voir un peu toute la diversité qu'il existe dans la bande dessinée. Vous savez que c'est un peu notre leitmotiv dans le podcast. On vous rappelle aussi que vous pouvez soutenir nos émissions et les personnes qui y passent en partageant les podcasts sur vos réseaux sociaux, en mettant des petites étoiles et des bonnes notes sur les différentes plateformes d'écoute et en nous soutenant si vous pouvez sur notre plateforme Tipeee ouverte H24. Le lien est dans la description à chaque fois. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt au prochain podcast. Salut à toi, Mickaël. Merci encore. Merci encore. À bientôt tout le monde.